Bonsoir à tous, il est 19 h, donc nous allons commencer le conseil municipal. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance M. Amaury Medji. Ok, donc Amaury, merci de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Présent. Monsieur Christophe Hanck. Présent. Madame Agnès Lelanic. Présent. Monsieur Conrad Valran. Présent. Madame Zora Elbasri. Présent. Monsieur François Mortier. Présent. Madame Nathalie Top donne pouvoir à Manuela De Freitas. Monsieur Thierry Lemans. Présent. Madame Marie-France Seyss. Présente. Monsieur Philippe Debril. Présent. Madame Irène Ferranc. Présente. Monsieur Jean-Claude Cavrin donne pouvoir à Monsieur Pilois. Madame Pascale Demey. Présent. Madame Manuela De Freitas. Présente. Madame Marie-Christine Prokopovitch. Présente. Madame Valérie Selos. Présente. Madame Tecla Ménager. Présente. Monsieur Nicolas Ledru. Présent. Monsieur Marco Gigante. Présent. Monsieur François Desbouvry. Présent. Monsieur Gilbert Amblot. Présent. Monsieur Francis Pilois. Présent. Madame Séverine Rasson donne pouvoir à Charles-Alexandre Prokopovitch. Madame Julie Keva donne pouvoir à Amaury Medji. Madame Maryse Legros. Présent. Madame Claude Prince. Présent. Monsieur Gaëtan Jeanne donne pouvoir à Tecla Ménager. Monsieur Francis Ménager. Présent. Madame Mélanie Vaneuve. Présente. Monsieur Francis Landré. Présent. Monsieur Frédéric Powels. Monsieur Michel Blondel. Présent. Alors ce soir c'est un soir particulier car c'est le dernier conseil municipal de ce mandat. Je vous remercie tous et toutes pour les travaux que nous avons pu mener pendant ces 6 années. Je tiens aussi à souligner le travail fait par les élus en collaboration avec le personnel municipal. Et ce soir c'est un conseil particulier car c'est le dernier conseil aussi pour les personnes présentes comme Gilbert Amblot, Maryse Legros, Claude Prince et Michel Blondel. Comme vous ne repostulez pas, il n'y a pas pour les prochaines élections. Donc je tiens à vous remercier particulièrement pour les travaux et tout ce que vous avez pu faire pour notre commune au sein du conseil municipal. Je viens d'apprendre que notre maire honoraire ne pouvait pas être présent ce soir pour un impératif familial et on pense bien à lui. Ça devait être aussi son dernier conseil municipal au bout de plus de 31 ans de mandat. Donc on pense fort à lui et à sa famille. Pour les autres, pour l'ensemble du conseil, les Lissois décideront le 15 mars. Alors maintenant, je vous propose de passer à l'ordre du jour et de passer à l'approbation du procès verbal de la séance du 28 janvier. Des questions? Oui. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, chers collègues, je souhaite formuler une remarque concernant le procès verbal du conseil municipal du 28 janvier dernier. Il est effectivement indiqué dans ce compte-rendu qu'un vote à l'unanimité est intervenu concernant la tenue du débat d'orientation budgétaire. Or, ce point est retenu particulièrement mon attention. Lors de la séance, vous aviez comparé nos interventions lors de nos débats d'orientation budgétaire durant votre mandat aux commentaires de Jean-Michel Larquet et de Thierry Roland. Permettez-moi ce soir de filer à mon tour cette comparaison. En effet, la mention d'un vote à l'unanimité m'a conduite à revoir l'assistance vidéo de la séance, et malgré plusieurs visionnages, même si l'on peut se permettre également de faire des ralentis comme dans un match, je n'ai pas constaté de vote formel sur ce point. Dans ces conditions, nous ne voterons donc pas l'approbation du conseil municipal du 28 janvier, non pas sur le fond du débat, mais parce que nous considérons que la mention d'un vote à l'unanimité ne reflète pas fidèlement le déroulement de la séance. Et nous souhaitons pour le groupe que ce motif soit clairement mentionné au procès verbal de ce soir. Concernant cette délibération, il y a
une inexactitude juridique, parce qu'en fait, ça ne doit pas être approuvé en principe, vu que c'est un débat qui a lieu. C'est une clôture de débat et ce n'est pas une approbation à l'unanimité. C'est pour ça que, mais par habitude, il est marqué approbation à l'unanimité, et votre remarque fera partie du compte-rendu pour cette séance sans aucun problème. Merci. Hormis cela, on peut donc passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Le procès-verbal est adopté donc à la majorité des voix et 3 contre. Donc, nous passons donc à la première délibération qui nous est soumise ce soir, la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2025 avec les pièces justificatives et qui ont été remises sous format papier au président de groupe. Donc, nous ne pouvons pas passer le CFU, non pas pour des conditions de fond, mais pour des conditions de forme, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu des problèmes informatiques avec le service de gestion comptable de Villeneuve d'Ascq, qui est notre trésorerie de ressort maintenant. Donc le CFU ne pouvait pas être validé dans l'ensemble de tous les items. Pardon. Donc, mais cependant, ce qu'on vous a présenté au DOB, les chiffres correspondent évidemment, et vous avez les attestations qui vous ont été fournies du comptable public. Comment se sont décomposés, comment se décomposent, parce que voilà, c'est les résultats de l'année, au niveau des résultats de la section de fonctionnement. Résultat de l'exercice 2025, 1 829 223,89 €. Résultat antérieur reporté, 1 449 982,76 €. Et donc les résultats affectés, plus de 3 000, plus, donc en positif, 3 279 206,65 €. Au niveau de la section d'investissement, le résultat d'exercice faisait apparaître un déficit à 148 234,08 €. Les résultats antérieurs reportés, 1 272 256,01 €, ce qui fait un solde d'exécution à 1 420 490,09 €. Donc pour les restes à réaliser au 31 décembre 2025, en dépenses d'investissement, 718 568,67 € de déficit, et en recettes d'investissement, donc en positif, 1 110 856,99 €. Donc un solde d'exécution positif de 392 288,32 €. Pour le besoin de financement de la section d'investissement, donc moins 1 28 201,77 €, reprise anticipée en 2026, donc une prévision d'affectation en réserve au compte 1068, donc ce sont la numérotation classique, 1 28 201,77 €, report en fonctionnement au compte 002 de recettes, 2 251 004,88 €, et en solde d'exécution d'investissement au compte 001 des dépenses, 1 420 490,09 €. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces chiffres. On n'est pas sur l'examen du CFU complet qui sera reporté à une séance pour le mandat prochain qui devrait être approuvé avant le 30 juin. Mais je ne sais pas s'il y a des questions. De manière générale, moi je vais faire un petit commentaire. On a quand même des résultats qui sont plus que positifs et on n'a jamais eu ce type de résultats financiers pour notre commune. Voilà, s'il n'y a pas de remarques, on peut donc passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc maintenant, j'ai la charge et le plaisir et l'honneur de vous présenter le budget primitif 2026. Budget en somme globale à 24, un peu plus de 24, presque 24 500 000 €. Donc comme d'habitude, on a
l'investissement et le fonctionnement qui sont mélangés, il faut savoir que l'investissement représente 27% de nos dépenses et le fonctionnement 72%. Comment on a construit ce budget? Avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement comme on a toujours fait, tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants. De maîtriser la masse salariale et évidemment de réaliser des économies d'échelle afin de financer les investissements futurs et aussi pouvoir réaffecter les moyens sur d'autres choses. Ce n'est pas une surprise, donc c'est un engagement qui est tenu. Les taux d'imposition ne changeront pas. Donc je le rappelle, ce sera le premier mandat depuis X années où il n'y a eu aucune augmentation d'impôts. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc 17 768 000, mais en dépenses réelles de fonctionnement un peu moins de 15 millions. La première charge, ce sont des charges de personnel, je préfère dire dépenses de personnel à 60%, donc à un peu plus de 9 millions prévus. Ensuite, les charges à caractère général qui sont à 3 554 846 € à 23%. Alors, cette évaluation, ces prévisions étaient faites avant le conflit qui se passe au Moyen-Orient. Les tarifs du gaz, donc de l'électricité, vont sans doute monter, et les tarifs du pétrole ont déjà explosé en 2 jours, rien que sur le gasoil, 20 centimes. Donc ça, on ne peut pas le prévoir. Donc on a quand même, comme on le sait, c'est un budget prévisionnel, il y aura toujours, et ça a toujours été fait, une rigueur dans cette tenue des comptes, et il faut que la ville continue à diminuer ses dépenses énergétiques. Les charges financières, donc 179 000 €, et les autres charges de gestion courante à un peu plus de 2 millions. Donc on a prévu une masse salariale majorée de 3,45%, soit une hausse d'un peu plus de 300 000 €. Pourquoi? Surtout, pour une raison, c'est la hausse des cotisations patronales, donc la CNRACL, qui représente 3 points, donc 125 000 €. Ensuite, le recrutement de policiers et des SVP, donc 155 000 €, et de la participation à la complémentaire santé des agents à 8 000 €. Et la revalorisation du SMIC, donc à 1,18%. Le fonctionnement courant, on prévoit une augmentation de 87 144 €, donc 2,51%, pardon. Les autres charges de gestion courante, ça reste à peu près stable. Les subventions aux associations, on est sur une décrue de 144 € pour l'ensemble de toutes les subventions, sachant que certaines associations n'ont cette année pas demandé de subvention. Donc, ce qui explique qu'on est encore une fois sur une stabilisation. Les charges financières diminuent et c'est à partir de maintenant qu'on voit que la stratégie mise en œuvre de ne pas souscrire d'emprunt 2 années de suite commence à véritablement payer et il faut absolument continuer en ce sens. Ça fait quand même 13% en moins de charges financières. Un graphique ou un camembert que j'apprécie particulièrement, celui-ci me permet de rappeler à chaque fois que un quart du budget est consacré à l'enseignement. Plus d'1 € sur 4 est dépensé pour les écoles. C'est quand même pas rien. C'est l'avenir des petits Lissois que nous mettons en avant. Ensuite, au niveau des recettes de fonctionnement, donc là aussi, pas de grande surprise, excusez-moi. Première recette, et comme je dis aussi habituellement, ce n'est pas le cas dans toutes les communes du secteur, ce sont les contribuables qui paient. Et ce n'est pas des dotations de l'État, ce sont les contribuables. Ensuite, on a les produits, enfin pas ensuite, mais on a aussi les produits des services, donc c'est aussi les usagers, là ce sont les usagers qui paient le service.
Et donc on est sur 75%. Donc les 3/4 du fonctionnement de la ville, ce sont les lycéens qui le financent. Ensuite, on a les dotations pour des missions obligatoires de l'État et quelquefois aussi, il y a l'État et surtout la CAF pour toute la politique et petite enfance qui nous finance. Puis aussi quelquefois la MEM. Au niveau de nos recettes, donc, je l'ai déjà dit, c'est là, je pense que le point le plus important, c'est la non-augmentation d'impôts et l'actualisation légale des valeurs locatives qui est votée par le Parlement. Les autres impôts et taxes qui augmentent, ce sont qu'on prévoit en augmentation, c'est les droits de mutation, où pendant quelques années, on a eu une baisse, et là, on a retrouvé un niveau intéressant, satisfaisant, et donc on a réaugmenté les prévisions qui collent un peu plus juste à la réalité par rapport à la crise Covid, qui a quand même changé pas mal de choses. Et pourquoi aussi on a des produits et services et domaines qui sont en hausse? Parce que, je le rappelle, à partir du 1er septembre 2026, la ville va refournir les repas à l'école Saint-Luc. Au niveau des dépenses d'investissement, là c'est encore une fois pas une surprise. La première dépense d'investissement, ce sont des travaux. Donc 60%. Ensuite, le remboursement d'emprunt. C'est normal, le remboursement d'emprunt en capital rentre en dépenses d'investissement, d'après l'acquisition de matériel. Au niveau de la répartition des dépenses d'investissement, là encore une fois, premier budget, l'enseignement, donc 21%, et là c'est pour l'école élémentaire Paul Vert, donc l'ascenseur, qui avance bien, et le début de la rénovation thermique, cette deuxième phase, parce qu'on a déjà fait la première, je le rappelle, avec les panneaux solaires et l'isolation du plafond. Donc je vais vous lister peut-être les points les plus saillants. Des investissements, donc l'extension de la vidéosurveillance à 240 000 €, l'éclairage public neuf à 180 000 €, donc là on est sur l'avant-dernière tranche de rénovation de l'éclairage public, et cette année ce sera la coulée verte qui va être refaite, l'éclairage va être modernisé et beaucoup plus économe et sécurisé. Les mobiliers dans les classes avec le renouvellement des balises PPMS, c'est quand même pas rien non plus, ce sont aussi des balises qui permettent de sécurité au niveau des différentes alertes. Matériel immobilier des restaurants scolaires, et une dépense qui n'est pas à négliger, c'est le renouvellement du matériel informatique et des logiciels qui nous permet d'avoir nos données et de sécuriser au maximum les données de la ville et donc des Lissois qui ont affaire à nos services. Ensuite du matériel pour la crèche, les chauffages pour les travaux neufs, donc là c'est pour faire des économies de chauffage, et puis comme je l'ai dit, l'école élémentaire Paul Bert à 871 000 €. Des travaux pour les sites Jean Scholl, Ferry, le théâtre de l'Éden et de menuiseries diverses, panneaux photovoltaïques si les études sont bonnes, et le début de la reconstruction de la salle intergénérationnelle, internationale, bien qu'il y ait des Belges qui viennent aussi de temps en temps, ou des Allemands d'ailleurs, ils venaient aussi au niveau du site du Béguinage, à 150 000 € pour le début de ces travaux. Ensuite, quelles seront les recettes? Alors c'est une prévision, parce qu'il faut indiquer pour qu'on soit à l'équilibre. L'emprunt, donc 873 000 €, donc quoi qu'il arrive, si le programme est respecté, vous avez vu un remboursement d'emprunt à 1 million, une souscription maximale de 800 000, donc la ville se désendettera mécaniquement au minimum de 200 000. Pourquoi au minimum? Parce qu'après, il y a les subventions qui arriveront, sans doute en plus, et aussi des excédents de fonctionnement qu'on affectera
que la ville affectera pour l'investissement. Donc on n'aura pas besoin de souscrire d'emprunt. Donc la cession est prévue pour l'ancienne trésorerie à 270 000 €. Le rendez-vous est pris chez le notaire la semaine prochaine. Donc la ville aura 270 000 € en plus dans les caisses la semaine prochaine. À noter que pour un budget prévisionnel, notre autofinancement est en augmentation de 342 000 €. Vous avez sur la diapositive suivante un comparatif, alors que je n'aime pas trop, mais qui est fait toujours pour le BP, parce qu'on compare un BP avec un CFU. Donc on compare un réalisé anticipé, parce que ça n'a pas été voté, avec un BP. Et quand on voit les ratios, pour quelque chose qui n'est pas réalisé avec une vision du pire, parce qu'en général, quand on fait un budget, nous on a toujours fait comme ça, on est le plus prudent possible. Et même en ayant une vision assez pessimiste ou la plus difficile, on a des ratios prévisionnels qui sont meilleurs que des ratios réalisés. C'est aussi à noter. On a une capacité de désendettement qui diminuerait de 6 mois et une épargne brute qui serait encore meilleure. Donc comme je l'ai déjà montré, dit, là vous avez l'accessibilité, la rénovation de l'école élémentaire Paul Bert, qui sent bon la fin des années 60 et le début des années 70 et qui a largement besoin d'être mis au goût du jour et dans les normes actuelles. Le théâtre de l'Éden, avec sa réfection et sa mise en sécurité, bon là, il faut absolument le préserver, on va même retrouver le style art déco des années 20. Là, c'est un petit peu l'inverse pour l'école Paul-Bert, mais on va garder ce cachet. Ensuite, l'extension de la vidéosurveillance avec le passage en fibre des caméras, l'éclairage public, la maison d'allumage, le complexe Jean Scholl, la salle intergénérationnelle du béguinage, les tribunes de Jules Ferry. Voilà les propositions pour ce budget 2026 avec les données connues à ce jour. Et je sais très bien que quelles que soient les circonstances internationales, la ville et le service finance sauront faire face. Et je tiens à les remercier, la chef de service, notre chef de service qui est présent ce soir pour la qualité du travail qui a été effectué pour cette année. Et on sait qu'on a déjà tous nos encouragements pour les années futures. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions pour le budget? Monsieur Blondel. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, bonsoir à toutes et tous. Je tiens d'abord à remercier les services financiers pour la qualité du travail fourni à travers ces documents, ainsi que leur disponibilité à répondre à mes interrogations. Un budget en hausse significative. Ce budget 2026 s'élève à 24 429 kg contre 22 364 en 2025, soit une progression de 9,23%. Rapporté à la population, cela représente 1 724 € par habitant, contre 1 584 en 2025. Pour mettre cela en perspective, le SMIC mensuel net est de 1 443 € et le revenu médian à l'Isle-et-Lannoy est d'environ de 1 867 €. Autrement dit, le budget communal par habitant représente quasiment un mois de revenu médian. Cela montre l'importance des choix que nous faisons ici. Les dépenses d'investissement, avec un reste à réaliser,
atteignent 365 € par habitant contre 293 en 2025. La hausse est significative. Elle traduit un effort marqué en matière d'équipement. Mais cela pose une question simple. Tous ces investissements sont-ils prioritaires? Pour rappel, les restes à réaliser 2025, 719 kg, soit 51 € par habitant. Les restes à réaliser 2024, 270 kg, soit 19 € par habitant. La progression est forte. Oui, c'est ambitieux, mais il faut se poser la question de la hiérarchisation. Comme je le dis souvent, 1 € investi aujourd'hui doit rapporter demain. Les recettes d'investissement s'élèvent à 270 € par habitant, avec un besoin d'emprunt de 62 € par habitant, qui ne sera peut-être pas mobilisé si les subventions attendues sont obtenues. Dépenser, oui, mais dans le bon ordre et au bon rythme. Investir sans hypothéquer l'avenir, améliorer sans déséquilibrer. Concernant la dette, la trajectoire est maîtrisée. La dette passe de 768 € à 680 € par habitant. L'encours total est de 9 636 kg. Nous sommes en zone verte avec une capacité de désendettement à 3,94 € et un taux d'endettement de 0,60 contre 0,86 en 2020. La commune reste responsable dans sa gestion de l'emprunt. C'est un point positif qu'il faut reconnaître. Pour le fonctionnement, une vigilance nécessaire. Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent 1054 € par habitant contre 1028 en 2025, soit une progression de 2,89%. Les principaux postes, les charges à caractère général, 251 € par habitant, plus 3,11%. Les charges de personnel, 640 € par habitant, 3,45, soit 61% des dépenses. Les recettes réelles, elles passent de 1107 à 1090 par habitant, 1090, soit moins 1,18. Nous devons être attentifs à cet écart. Attention à l'effet ciseau. Augmentation des dépenses, stagnation, voire légère baisse des recettes. La fiscalité représente 560 € par habitant et couvre 88% des dépenses de personnel. C'est un choix politique. Maintenir un niveau de service important avec 190 ETP, dont 183 titulaires. Mais cela réduit mécaniquement notre marge de manœuvre. La sécurité, prévention aux surenchères. En investissement, la sécurité passe de 15 € à 55 € par habitant, plus 250%, avec notamment 240 kg pour la vidéoprotection. En fonctionnement, 55 € par habitant contre 49 l'an dernier. La commune comptera près de 200 caméras et 11 agents. Multiplier les caméras peut rassurer à court terme, mais l'insécurité prospère, surtout là où le lien social se défait. Il faut prévenir plutôt que simplement surveiller, reconstruire le vivre ensemble. La culture. Les dépenses de culture passent de 104 € à 113 € par habitant, plus 9%, soit plus 132 kg en fonctionnement. Oui, le centenaire de l'Éden est un événement important, mais chaque hausse doit être questionnée au regard des priorités globales. Ce budget n'est ni un budget d'austérité, ni un budget sans contrôle, mais il existe vigilance et rigueur. L'équilibre est respecté, certes, mais il reste fragile. Toute hausse imprévue des charges pourrait mettre la commune sous pression. Nous devons rester attentifs à nos priorités et à notre trajectoire financière et à notre capacité à investir sans compromettre l'avenir. Je cherche ma dernière page.
Je ne la trouve pas. Je tenais à remercier tous mes collègues présents ici et mes anciens collègues après mes 22 ans de mandat dans ce conseil municipal. Merci, monsieur le maire, de m'avoir écouté. Merci, Michel. Est-ce qu'il y a d'autres interventions pour le budget, monsieur Landré? Bonsoir monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Donc, je vais parler au nom du groupe Agir Ensemble. Je n'ai pas été sur Michel, loin s'en faut. Je vais juste revenir seulement sur l'intervention de Michel en commission. On parlait des dépenses au niveau des fêtes et cérémonies et des frais de réception. Il y a une augmentation d'environ 10%, de 144 000 on passait à 160 000 euros. Et votre argument, enfin votre réponse était qu'il y avait les 100 ans de l'Éden et également une réception prévue pour les Allemands. Les 100 ans de l'Éden, c'est bien cette année, donc c'est acté. Par contre, j'avais posé la question à Madame Cesse concernant la réception des Allemands, puisque je n'avais rien vu au calendrier, et Madame Cesse m'avait dit qu'elle aurait vu avec vous pour connaître la date. A priori, rien n'est acté aujourd'hui. Des dates devaient être envoyées à la ville de l'Aude pour le 31 décembre concernant l'ensemble des échanges pour cette année, ensemble jeunes et ensemble de délégations officielles. Et donc a priori, cette fête du jumelage n'est pas programmée, mais elle est dans le budget. Voilà. Normalement, les choses sont parties. C'était prévu pour le 22 mai, si je ne dis pas de bêtises. C'est toujours voilà. le cas. Et c'est toujours le cas. Pour les jeunes, voilà. Et après, il y a la délégation qui suivra. C'était répondu dans Mme Tisserand, qui est en Allemagne. Donc ça, après, je pense que c'est pas forcément le type de question au conseil municipal quand on parle d'un budget de 24 millions d'euros du jumelage pour une bon, bref. Donc, vous avez votre réponse. Donc, Michel, les interventions. Alors, dans les chiffres, il y a aussi peut-être une confusion, parce que ça paraît énorme, les chiffres, c'est entre les dépenses réelles de fonctionnement et les dépenses d'ordre. Voilà, parce que ça peut paraître énorme l'augmentation et qu'il va y avoir une charge, il ne faut pas confondre les inscriptions budgétaires et les choses théoriques et le réel. La réalité est un peu plus favorable que le début de la présentation. Comme je l'ai dit au départ, il y a quand même des ratios qui s'améliorent largement. La remarque faite par rapport au personnel est tout à fait juste. Quand elle est faite de cette manière par rapport au ratio. Mais je le dis, et ça je le répète à chaque fois, sans le personnel, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de police municipale, il n'y a pas le service urbanisme, il y a pas mal de services qui n'existeraient pas, il n'y a pas la propreté urbaine, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a chez nous, et on n'a pas, et ça je le répète toujours à l'envi, on a aussi notre cuisine centrale municipale. On pourrait théoriquement, et on l'avait fait une année, je pense qu'il faudrait le refaire, transférer ces crédits de charge en charge de personnel en fonctionnement, charge de fonctionnement courant. Et ce serait une entreprise. Donc on financerait une entreprise, on paierait quelquefois plus cher avec une qualité surtout moindre, mais on aurait une part de dépenses de personnel qui diminuerait. L'objectif, c'est de voir plutôt la réalisation. La réalisation, c'est qu'on a des services qui sont toujours à moderniser, ça c'est comme tout, on ne peut pas rester dans un fonctionnement figé, mais où on a des Lissois qui sont plutôt, alors il y a toujours des gens qui sont insatisfaits, mais qui sont plutôt contents de leur service, qui sont plutôt contents du fonctionnement. Quand on voit ce qu'on fait pour les accueils de loisirs qui sont offerts aussi à l'ensemble des familles, qui sont ouverts maintenant, sauf la dernière semaine, mais qui sont ouverts tout le long de l'année, même à Noël, parce qu'il y a beaucoup de villes qui l'ont fait, qui le ferment à Noël, pas beaucoup de villes qui le font. Et quand on met un festivité en place et qu'on a du personnel qu'on recrute et que ce sont des animateurs, ça rassure aussi tout le monde. Donc c'est quand même un service qui est offert en face. Il faut voir avec le service qui est offert. Il y a des choses par service dans le détail qui sont toujours en cours de modernisation. Je reprends toujours cet exemple. C'est le service régie.
il y a quelques années, il y avait plus de personnes. Mais il n'y avait pas l'informatique et c'était que du papier. Donc voilà, c'est toute une modernisation qu'on doit faire avec le personnel. Maintenant, il faut aussi savoir que pour le recrutement, et là on peut parler de diverses filières comme la filière sécurité, l'objectif c'est d'avoir de l'humain, pas forcément que du technique. Les caméras sont très utiles, sont extrêmement utiles. Mais le plus important c'est la présence humaine. Mais il y a des difficultés de recrutement partout en France. Partout en France. Vous pouvez regarder dans tous les départements de France, il y a la difficulté. Donc il y a aussi un alignement aussi de la rémunération. Et moi je pense qu'aujourd'hui, alors ça n'engage que moi, moi personnellement, Charles-Alexandre Prokopovitch, sans ma fonction, je pense qu'aujourd'hui la fonction publique territoriale doit être réformée dans son mode de fonctionnement et dans son mode de rémunération, pour attirer davantage les compétences et motiver davantage les agents. Sauf qu'on doit faire avec des contraintes, donc on le fait comme ça, et quelquefois, il y a des choses qui fâchent, il y a des reportages qui sont souvent faits, d'ailleurs au niveau de la télévision, il y a quand même quelquefois des règles de la fonction publique où il y a des agents qu'on ne voit pas pendant plusieurs années et qu'on paye quand même. Et ça, c'est une charge. Et on ne peut pas forcément diminuer la rémunération. Parce que pourtant, il y a un grand principe dans la fonction publique, c'est d'être rémunéré pour service fait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est quelques personnes. C'est quelques personnes. Quelquefois, c'est même une personne. C'est pas, on a 99% des agents à l'Islanois qui sont remarquables. Donc voilà pour la partie du personnel. Au niveau de l'investissement, alors, on pourrait être d'accord sur le fait d'être... on est d'accord que l'investissement doit être utile. L'utilité, par contre, qu'est-ce que ça veut dire être utile? Quand on travaille pour faire des économies d'énergie, ça c'est pour faire des économies après dans les charges courantes. C'est le cas pour l'école Paul Bert, mais je prends le cas aussi de l'Éden. Parce que c'est la mise en sécurité et le ravalement de la façade, mais c'est aussi l'isolation du toit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la voûte en torchis, au-dessus, il y a un vide énorme et c'est un bac acier. Donc qu'est-ce qui se passe? La chaleur, l'hiver, elle sort, et l'été, elle rentre, c'est un four. Donc voilà, il y a aussi tout ça qui est à mettre aux normes, et que tout le monde puisse se sentir bien et faire des économies de chauffage et de fonctionnement. Donc c'est ce type de choses qu'on fait, comme pour l'éclairage public. 180 000 € encore cette année. Si on fait le cumul depuis 2013, je pense que le plan avait été lancé. Il y a quand même pas mal d'argent qui a été dépensé. Mais on a fait des économies énormes au niveau de l'éclairage public. Et là, on est sur l'avant-dernière année, donc on sait qu'en 2027, on sera à peu près sur le même montant, peut-être un peu moins que 180 000. Je pense que ce sera un peu plus vers les 150. Et ce sera une dépense d'investissement qui ne se fera plus, mais on aura fait toutes les économies d'énergie nécessaires. Donc ce sera très bon pour la planète et ce sera excellent pour le budget de la ville, de notre ville. Voilà pour ma réponse. J'espère qu'elle vous convient, Monsieur Blondel. Tout à fait, Monsieur le maire, merci. Et je vous remercie personnellement pour toutes les remarques que vous avez pu formuler, que ce soit surtout en commission, que ce soit au niveau du personnel, au niveau de monsieur le président ou de moi-même au conseil. Ça a toujours été un grand plaisir d'échanger et je sais qu'on échangera par ailleurs avec grand plaisir dans nos activités associatives. S'il n'y a pas de questions ou de remarques, on peut donc passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc, oui, bien sûr. Le BP est donc adopté à la majorité des voix avec 3 abstentions. Alors, vote des taux d'imposition. Donc, comme je l'ai annoncé, une stabilité des taux. Donc, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 49,24%, 54,69% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 27,70% pour la taxe d'habitation.
et des résidences secondaires. Alors, j'ai vu il y a quelques temps un article, alors je ne sais plus dans quelle presse, indiquant qu'il y avait une flambée de la taxe foncière dans l'ensemble des communes de France. C'est totalement faux. Parce qu'en fait, c'est la part communale et la part départementale qui ont été ajoutées suite à la suppression de la taxe d'habitation. Donc les Lissois payent, et c'est exactement le même taux. Mais c'est juste une présentation qui a été faite, je ne sais plus quelle était la presse, mais le taux n'a pas changé. C'est juste qu'il y a eu la fusion de la part départementale et de la part communale au profit de la ville au niveau de la taxe foncière. Comme quoi, les articles. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Donc maintenant nous allons passer à l'examen des autorisations de programme et de crédit de paiement. Donc le bilan pour l'année 2025. Donc pour la rénovation de l'école élémentaire Colbert, donc vous avez les tableaux avec les prévisionnels. Aujourd'hui, au niveau de l'année 2025, donc une réalisation de 43 165 € au total avec les études, donc de presque 50 000 €. Au niveau des crédits 2026, donc 830 000 € prévus avec les études et l'ensemble, 871 000 €. Et on voit qu'après, il y a la suite qui est prévue pour les années 2027 et 2028. Ensuite, pour l'APCP du terrain Alice Milia et non Léo Lagrange, c'est sur le site Léo Lagrange, mais sur le terrain Alice Milia, j'insiste fortement parce que c'est une dame qui a milité pour que les femmes puissent participer aux Jeux Olympiques. C'est un petit peu, c'est même plus d'ailleurs que Pierre de Coubertin, c'est plus que la Pierre de Coubertin féminine, donc voilà, si on devait classer, je pense que Alice Milia est encore plus de mérite. Donc j'insiste, c'est Alice Milia. Donc l'AP initiale est à 400 000 €, on la clôture à 430 000. Donc c'est terminé, nous n'aurons plus à examiner cette autorisation de programme. Y a-t-il des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Alors je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est que nous examinions l'ensemble des subventions annuelles et qu'on fasse un vote global en spécifiant bien que les gens membres de ce conseil municipal vont voter mais ne voteront pas leur délibération auquel elles n'ont pas le droit de vote, parce qu'elles sont membres du conseil d'administration ou qu'il y a un proche qui est dedans. Ça nous évitera de faire un examen, faire un vote au cas par cas. Je vous propose qu'on commence d'abord par la liste globale où nous n'avons aucun conseiller municipal membre de ces structures, avec une légère diminution de 1 000 €, mais comme je vous l'ai dit, il y a des associations qui n'ont quelquefois pas demandé. Voilà. Est-ce que on peut passer au vote pour cette première série? Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc je vous propose quand même de lister, de les lire à la suite et on fera un vote global après. Personne n'est opposé à cela? Donc, subvention annuelle pour le Cercle Saint-Luc. Ne peut pas voter M. Desbouvry. Pour ALC événements, ne peuvent pas voter M. Gigante et M. Popovic, donc moi-même. Pour le JPAGIR, Val-de-Marc, Mme Cesse, Mme Ferrante ne peuvent pas voter. Pour l'amicale du personnel, M. Landré et moi-même ne peuvent pas voter. Pour l'association de parents d'élèves du groupe scolaire Colbert, M. Mortier, moi-même et M. Ledru ne peuvent pas voter. Pour l'association historique Lannoy-Listouflers, je ne peux pas voter. Pour le club pongiste lissois, M. Pilois ne peut pas voter. Pour l'école du mouvement, M. Mortier et Mme Prokopovic ne peuvent pas voter. Pour l'association sportive de l'EREA, Mme Ferrand et Mme Cesse ne peuvent pas voter. Pour l'association Espoir, M. Debril, M. Desbouvry, Mme Ferrand, M. Ménager, Mme Ménager et M. Pilois
ne peuvent pas voter. Pour l'association Esprit Libre, M. Powell et Mme Vanov ne peuvent pas voter. Pour le Petit Chaperon Rouge, Mme De Freitas, M. Jeanne, M. Landré, Mme Selos et Mme Cesse ne peuvent pas voter. Pour l'Iralis, M. Powell et Mme Vanov ne peuvent pas voter. Pour l'Issanimation, M. Amblot, M. Blondel, Mme Elbasri, Mme Selos et Mme Vanov ne peuvent pas voter. Pour l'Istenis, M. Ledru et Mme Lelanic ne peuvent pas voter. Pour l'OMS, l'Office municipal des sports, Mme Lelanic, M. Ledru, Mme Ménager, M. Ménager, M. Powell, M. Pilois et moi-même ne peuvent pas voter. Pour l'APF, l'Association des paralysés de France, Mme Demey ne peut pas voter. Pour le CIAVIC, M. De Bruyne ne peut pas voter. Mme Prokopovitch ne peut pas voter. Et moi-même ne peux pas voter non plus. Pour la Stellalis, M. Ledru ne peut pas voter, ainsi que M. Pilois. Pour le syndicat d'initiative, M. Powell ne peut pas voter. Et pour l'échiquier lissois, M. Walran ne peut pas voter. Si il n'y a pas de remarques, on peut passer au vote. Oui. Juste pour la dernière, on vote exceptionnel et annuel en même temps, de ce fait-là? Oui. Ou vous voulez une précision de signaler. Alors, merci de la remarque pour signaler quand même que les jeunes du club d'échecs vont au championnat de France à Albi. Donc on a eu la demande et qu'on soutient, mais effectivement c'est dedans en même temps. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Adoption des délibérations à l'unanimité. Mise à disposition du personnel municipal. Bonsoir à tous. C'est une mise à disposition du personnel municipal concernant l'instructeur du droit des sols auprès du syndicat Val-de-Marne. Alors cette mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme actuel. L'organe délibérant de la collectivité en est préalablement informé. Monsieur le maire propose donc à l'Assemblée la mise à disposition d'un agent titulaire auprès du syndicat Val-de-Marne. Cet agent exercera ses fonctions pour ce syndicat à raison de 60% comme instructeur du droit des sols, et cela pour une durée de 3 ans, à compter du 1er avril 2026. Des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Monsieur Hamp. Bonsoir à tous. Donc la délibération que je vais vous présenter ce soir concerne la délimitation du domaine public au sein de la rue des Tourterelles. En effet, pour la vente de la parcelle AE 617 se trouvant au 77 rue des Tourterelles, nous avons eu l'obligation de faire un relevé de délimitation du domaine public. Les parcelles concernées sont les parcelles AE 600, 601, 602 et 908. Cette délimitation a été effectuée par un géomètre expert qui a mis en évidence une différence entre la position des limites du plan et du terrain. Cette différence se retrouve sur le procès-verbal en annexe 6 et suivant les plans joints en annexe 7 et 8. Nous demandons donc au conseil municipal d'approuver le procès-verbal de M. Cornil, géomètre expert, ainsi que le plan de délimitation parcellaire du domaine public avec les parcelles du 71, 77 et 79 rue des Tourterelles et d'autoriser M. le maire à prendre l'arrêté s'y afférent. C'est juste la suite de la dissolution de l'ASL des Verdiers et la désaffectation du sentier qui menait de la rue des Tourterelles à l'allée Jean Monnet. Voilà, enfin, ce sera clôturé avec cette délibération. Donc, qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc la délibération suivante concerne la cession à titre gracieux des parcelles AL 643 et 551 qui correspondent au parvis de la mairie. Cette cession à titre gracieux fait suite aux accords d'aménagement du parvis par la MEL. Je vous rappelle que le parvis ainsi que la voirie et le parking Daniel Chavas a été réaménagé par la MEL et que pour intégrer le parvis de la mairie, dans ce réaménagement,
la MEL a besoin d'en être propriétaire. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter cette opération immobilière, d'approuver le plan de division parcellaire, d'autoriser la cession des parcelles désignées et d'autoriser M. le maire à signer l'acte de vente. Y a-t-il des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Nouvelle délibération qui concerne le marché public d'assurance. Donc notre marché d'assurance comprenant l'assurance des responsabilités, des véhicules, des dommages aux biens, de la protection juridique, de la protection fonctionnelle et des prestations statutaires arrive à terme le 31 décembre 2026. Nous souhaitons mutualiser cette prestation avec le CCAS et le CEVU du Petit Prince, avec comme coordonnateur la commune de l'Isle-et-la-Noire. La durée du marché sera de 5 ans, donc du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2031. Au vu des montants prévisionnels, le marché sera passé sous forme d'un appel d'offres européen. La ville se fera donc aider pour la rédaction du DCE et l'analyse de l'offre par le cabinet Risque Partenaire. Je demande donc au conseil municipal d'autoriser M. le maire à lancer l'appel d'offres et à signer le marché public avec le titulaire lorsqu'il sera désigné par la CAO. Y a-t-il des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc la délibération suivante qui est liée à la précédente, on demande au Conseil d'approuver les termes de la convention liant la ville et le CCAS ainsi que le CIVU du Petit Prince pour décider de l'adhésion au groupement de commandes et d'autoriser M. le maire à signer la convention et inscrire les dépenses au budget. Y a-t-il des questions? Non, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Vidéoprotection. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, je vais vous présenter ce soir 5 délibérations qui concernent l'installation d'un dispositif de vidéoprotection. Enfin, si vous en êtes d'accord, je souhaiterais qu'on puisse voter les 5 délibérations en même temps. Voilà, cela concerne l'intersection des rues Jules Guesde Justice, le parking du parc urbain, l'intersection des rues Bossuet Fénon, l'intersection des rues Camélia Lotte et l'intersection des rues Jouffroy et Négrier, donc pour un total d'un peu plus de 163 000 € pour 10 caméras. Donc ce que je vous propose ce soir, ce que je vous demande, c'est d'autoriser M. le maire à installer ces systèmes de vidéoprotection dans les rues citées, afin qu'on puisse déposer auprès de la préfecture et des services concernés les dossiers d'autorisation relatifs aux installations de vidéoprotection, de solliciter bien évidemment les subventions liées aux futurs équipements auprès de nos différents partenaires, de lancer également les consultations nécessaires conformément au code des marchés publics et d'inscrire les dépenses et recettes éventuelles au budget 2026 et suivant. Et d'autoriser M. le maire à signer tout acte, à intervenir et tous les documents y afférents. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Les délibérations sont adoptées à l'unanimité. Ensuite, la convention d'objectifs que je vais présenter parce que il y a conflit d'intérêts sur le coup. Donc voilà, la convention que vous avez eue par rapport aux missions d'espoir. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Non. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Madame El Basri, pour la dernière délibération de ce mandat. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, délibération qui a été changée en commission. Il s'agit du renouvellement de l'adhésion de la ville à l'URACEN, donc l'Union régionale des associations culturelles et éducatives du Nord-Pas-de-Calais. À travers ce renouvellement, c'est de pouvoir
permettre aux associations, qu'elles soient culturelles ou sportives, de bénéficier de l'accompagnement du RACEL, tant sur la partie administrative que de soutien en matière d'aide à la médiation culturelle. L'adhésion annuelle est de 650 €. Et il est demandé ce soir de renouveler la signature de la convention et de permettre d'inscrire les dépenses au budget de l'année concernée. Je pense pas qu'il y ait de remarques, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Les autres éléments étant des informations, il n'y a pas de questions possibles. Alors je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.